fait que le président n'a plus vraiment la main sur sa machine. Créer un poste de vice-président reviendra en fait à créer un président bis, ce qui viendrait en fait travailler à sa place et lui continuer tranquillement à faire ce qu'il fait, c'est-à-dire à ne rien faire. Il est aussi le président de la nation. Il n'est pas le président du Sud. Il n'est même pas le président du centre, ni d'une quelconque région. Il est le président du Cameroun. C'est-à-dire que nous n'avons pas un problème de vice-président. Nous avons un problème d'un président qui ne veut pas travailler, qui ne travaille pas et qui ne peut on plus peut pas le travailler. dire. Hein. Le problème que posent ces gens du Sud est le problème que peuvent poser tous les autres Camerounais des autres régions. Et qui donc est le principal problème de cette architecture de malfaisance au Cameroun? C'est Paul Biya. On vous l'a dit en ouverture, ils sont nombreux qui pensent qu'un poste de vice-président au Cameroun est actuellement d'actualité. Certaines sources, généralement bien introduites, font également état de ce qu'un texte serait en préparation dans ce sens au Cameroun, du côté du Parlement camerounais. Ce matin, nous avons voulu poser ce débat sur la table pour essayer de comprendre si un poste de vice-président au Cameroun est nécessaire. Si jamais le poste de vice-président entrait en vigueur au Cameroun, qu'est-ce qui changerait de manière essentielle, de manière profonde? Valère Bessala, depuis quelques années et surtout encore depuis quelques mois, comme vous parlez comme le professeur, il y a une sorte de rumeur ou bien de spéculation qui fait état de ce qu'un poste de vice-président serait en préparation au Cameroun. Alors, si cela arrivait à être effectif, qu'est-ce que ça portera au Cameroun? Moi, je ne trouve pas, je ne parlerai pas en termes d'apport, je parlerai en termes d'effet et d'impact. Pour moi, c'est le plus important. C'est-à-dire qu'un poste de vice-président serait révélateur de beaucoup de choses, entre autres la mauvaise intention de ceux qui nous dirigent, la mauvaise intention. Et quand je le dis, je pense qu'il n'est pas opportun de procéder à une révision constitutionnelle et créer ainsi un poste de vice-président en l'état actuel. Il n'est pas opportun. Et pourquoi? Il n'est pas opportun. Il n'est pas opportun pour plusieurs raisons, mais je m'en tiens à la raison de temps. La raison de temps ou le moment qui ne serait pas indiqué. Alors, quand je parle du temps, je parle justement de ce qui nous arrive depuis au moins 5 ans avec le marasme dans lequel nous vivons, les désordres du gouvernement, des membres du gouvernement, les gens qui ne respectent pas le président et l'âge du président lui-même. Parce que si on introduit un poste de vice-président, cela révélateur, première intention, de la mauvaise intention du président de la République, c'est-à-dire à perdurer au pouvoir malgré son âge. Ça, c'est la première chose. Nous n'avons rien contre son âge, mais nous savons que ces 5 dernières années nous ont renseigné sur le fait que le président n'a plus vraiment la main sur sa machine. Parce que rien ne marche et tout le monde peut voir le marasme dans lequel nous nous trouvons. C'est vrai qu'il aurait organisé lui-même le pourrissement de l'État pour peut-être avoir des objectifs ou atteindre des objectifs que lui seul connaît. Mais nous voyons tous qu'il ne tient plus la machine. Alors, créer un poste de vice-président reviendra en fait à créer un président bis, c'est-à-dire qui utiliserait ou du moins qui userait de la vigueur que lui, il n'a plus pour pouvoir travailler. Donc, un substitut présidentiel qui viendrait en fait travailler à sa place et lui continuer tranquillement à faire ce qu'il fait, c'est-à-dire à ne rien faire. Donc, ce serait signé Est-ce qu'on va dire que le président ne fait rien? C'est pas excessif, Valère. Ce serait signer un pacte de farniente, c'est-à-dire un pacte de ne rien faire à la tête de l'État, en créant un poste de vice-président. Ça, c'est la première mauvaise intention. L'autre mauvaise intention qui cacherait un projet macabre comme celui-là, parce que je l'appelle un projet macabre, c'est celui justement qui dévoilerait l'intention du président de la République de mourir là où il est. Parce qu'en fait, à son âge, et nous le voyons déjà, il a des difficultés à diriger. Et créer un poste de vice-président reviendrait simplement à se déresponsabiliser lui-même et de porter l'entière responsabilité du travail gouvernemental et de la direction de l'État à un substitut qu'il nommerait, ou je ne sais pas quelles sont les modalités de désignation de ces vice-présidents. Et donc, ça veut dire tranquillement qu'il attendrait simplement que la nature fasse son travail et que le peuple camerounais reste dans ce que nous continuons à vivre aujourd'hui. Deuxième chose. Troisième mauvaise intention, je reste toujours sur le président de la République, cela dévoilerait que le président de la République veut vraiment laisser le pays dans un désordre et peut-être dans un conflit permanent et peut-être dans le feu et dans le sang. Parce que les luttes de succession que nous voyons actuellement là, dans l'une des luttes de succession, nous savons que la plupart des leaders d'opinion et le peuple sont contre cette affaire de dynastie. Alors, créer un procès de vice-président, on soupçonnerait effectivement que ce pourrait être, là maintenant je fais un procès d'intention, et là c'est très subjectif ce que je dis, mais je m'y avance. Ce serait soupçonner que ce serait peut-être son sang qui pourrait prendre le pouvoir, c'est-à-dire un procès de vice-président taillé à la mesure pour sa propre progéniture. Vous voyez, comme on a vu avec par exemple le Togo.
comme on est en train de voir avec la Guinée équatoriale, comme on est en train de voir par exemple aussi avec le Congo, même si le fils de Sassou n'est vice-président de ce côté-là. Mais la proéminence de leur fonction, des fils Sassou, montre effectivement que l'un des successeurs sortira de là. Donc voilà le troisième soupçon que l'on peut amener au président de la République et voir que s'il va dans ce sens-là, eh ben, il y a un risque que vraiment son héritage ne soit pas préservé parce qu'il y aura certainement beaucoup de bruit et certainement beaucoup de conflits après cela. Alors si je rentre dans la quatrième intention, qui est justement celle, la mauvaise intention qui serait celle justement de ses collaborateurs. Parce qu'en fait, c'est certainement eux qui le poussent et qui le conseillent dans ce sens-là. Parce qu'en fait, il est clair qu'ils savent pertinemment que la fin du président de la République, Paul Biya, c'est leur fin aussi, pratiquement, parce qu'il partira avec tout son régime, du moins 80% de la classe dirigeante que lui-même il a fabriquée. Alors, il est bon pour eux, il serait bon pour eux d'amener le président de la République à rentrer dans cette disposition-là, dans cette modification constitutionnelle, par la création d'un poste de vice-président, qui serait pour eux une bonne aubaine. C'est-à-dire qu'ils pourraient se reconstituer autour du nouveau substitut présidentiel et ainsi garantir leur survie dans la machine de l'État. Et donc finir en disant que, et là c'est le cinquième élément, qu'un poste de vice-président mettrait même le président Paul Biya en danger. À quel niveau? Parce qu'effectivement, créer un substitut présidentiel, on ne sait pas ce qu'ils vont mettre comme fonctionnalité ou responsabilité, comme mission ou attribution à ce vice-président, mais de toutes les façons, ce serait désormais à leur rendre pratiquement inutile dans la machine, la mécanique gouvernementale. Et donc ce serait très facile pour eux de les vincer ou de les liquider et de pousser sûrement son substitut qui pourra continuer à faire le mauvais travail qu'ils font depuis des dizaines d'années au Cameroun. Merci Valère. Nous sommes certes dans la spéculation, mais au regard des analyses sur ce plateau et des commentaires, n'avez-vous pas l'impression que ce débat est important? Mais le débat est d'autant plus important que j'évite de rentrer dans des éléments de passion. Des éléments de passion, parce que j'ai dit le poste présidentiel n'est pas un poste pour retraités. C'est un poste pour travailleurs. C'est un poste pour des gens qui ont un potentiel, qui ont une vision et qui ont accepté de servir la nation. On ne décide pas de devenir président de la République pour aller se reposer. Et on ne décide pas de se maintenir au poste de président de la République pour y mourir. Parce que la dangerosité de cette spéculation-là, au-delà des éléments que j'ai cités avant, c'est cet élément de fond, ce message-là, que ce débat envoie à la nation. C'est-à-dire que le président veut montrer en fait qu'Ahidjo s'est trompé, effectivement. Parce qu'Ahidjo, lui, il est parti. Il lui a laissé le pouvoir. Je ne rentre pas dans les éléments qui se sont passés après 83, 84, même si on dit qu'on l'a trompé. Ahidjo se serait trompé. Même si, oui, je suis justement sur le chemin. Pour dire que même si on a même dit à un moment qu'on l'a trompé sur sa maladie, j'efface ça. Parce qu'il pourrait aussi faire comme lui actuellement. C'est-à-dire qu'on m'a dit je suis souffrant et que je risquerais partir à tout moment. Et il aurait dit, bon, je meurs au pouvoir. Vous comprenez? Puisqu'il avait même modifié la Constitution en 79 pour faire du Premier ministre, donc Paul Biya, son successeur constitutionnel. Donc malgré cela, Ahidjo aurait pu rester au pouvoir et s'en aller aussi attendre que la maladie l'emporte. Vous comprenez? Donc c'est un mauvais message que ce débat envoie, que le président, si vraiment, je préfère dire, ses conseillers, envoie au peuple camerounais. C'est-à-dire l'image d'un président justement qui n'a que cure du sort du Cameroun. Parce que si le Cameroun, l'aîné Libi l'a dit tout à l'heure, fonctionnait bien, c'est-à-dire qu'il y avait un certain équilibre dans la gestion et la répartition du pouvoir. Parce qu'on ne peut pas toujours faire, comment dire, abstraction des communautés. Moi, je ne pense pas que les anglophones soient une communauté. Mais, disons ça comme ça, c'est le terme le plus approprié ici. On ne peut pas toujours faire abstraction des communautés, elles existent. Et le professeur l'a dit, on gère le pouvoir au Cameroun, du moins le régime de 82 gère le pouvoir au Cameroun par convention. C'est-à-dire que le président, il gagne l'élection, et puis il manage les communautés à travers la distribution des postes. Vous voyez? Et même dans cette distribution, il arrive toujours à léser nos frères du nord-ouest et du sud-ouest. L'aîné Limbi a cité pratiquement 7 postes les plus importants, et il n'y en avait aucun. Vous comprenez? Donc, il y a ce problème-là. C'est-à-dire que nous n'avons pas un problème de vice-président. Nous avons un problème d'un président qui ne veut pas travailler, qui ne travaille pas et qui ne peut plus travailler. On ne peut pas le dire, hein? On ne peut pas dire que le président ne travaille pas. Bon, si le président travaillait, est-ce que M. Limbi Lobé vous aurait cité 3 personnalités sans trouver une personne du Nord-Ouest? C'est sa manière de travailler. Attention, si le président travaillait, est-ce qu'effectivement on serait aujourd'hui en 2025 sans conseil ministériel? C'est-à-dire qu'il n'a plus vu l'ensemble de ses membres du gouvernement sur une table. Le Premier ministre rencontre ses ministres tous les derniers jeudis du mois. C'est le Premier ministre, personne ne l'a voté. C'est le président qu'on a voté. Vous comprenez? C'est lui à qui le peuple a donné l'élection. Et donc c'est lui qui répond devant le peuple. Tous les autres là ne sont que des petits censeurs qu'il a nommés. Alors je vais donc dire que nous avons besoin au Cameroun d'un président qui travaille, d'un président qui aime son pays, d'un président qui est présent auprès de son peuple. Quand il y a un événement comme à la falaise de Tchang, on voit le président. Du moins, même s'il n'y va pas, on entend sa voix. Comprenez? Quand il y a des événements comme on a eu à Mania le 21 octobre 2016, on voit le président. La dernière fois qu'il a fait, c'était en 97, je crois, après l'incendie d'Ensam. Vous voyez? Donc le peuple ne voit pas son président. Le peuple, quand il le voit, c'est le 20 mai, un homme fatigué,
que parfois son entourage aide même à fonctionner ou à marcher. Alors, nous amener un débat, ça, ce sont nous vos amener, images, hein. oui, ce sont mes Ce images, sont et je vos les assume, images. et je les assume. Alors, nous ne voulons pas d'un débat comme celui-là. Je préfère qu'il reste vraiment une spéculation, et qu'il n'existe jamais. Parce que le peuple aujourd'hui a besoin en octobre de recruter un nouvel homme à la place de président de la République, qui fera le job et qui apportera le pain dans l'assiette des Camerounais, qui apportera la paix définitivement dans le nord-ouest et le sud-ouest, nettoiera l'affaire de Boko Haram dans le septentrion et équilibrera la gestion du pouvoir et des avoirs dans ce pays. Valère Bessalam, il y a un détail, peut-être il n'y a même pas un détail, il s'agit quand même des personnes qui sont de la région natale du chef de l'État, c'est-à-dire le Sud, et qui ont énuméré un certain nombre de couacs, entre guillemets, au niveau du Sud, et en fin de compte, ces personnes-là demandent aux populations du Sud de ne plus voter pour les fils du Sud. Et le professeur Famandongo dit que ce parricide politique ne passera pas. Oui, mais je voudrais qu'on se comprenne peut-être sur les termes, sur le terme élite. Sur élite, je crois qu'on peut résumer ça à un groupe minoritaire de personnes remarquables sur certains domaines ou certains faits. Ici, je résume ça comme ça. Bon, alors, est-ce que ceux qui parlent, ceux qui revendiquent se sont fait remarquer pour être des élites? Il faut analyser. Bon, peut-être le moins de moi. Hein. Non, peut-être c'est moi qui parle d'élite. Non, c'est même écrit. Voilà. C'est écrit. Vous n'inventez rien. Mais je parle juste d'abord de la signification. D'élite. La signification pour dire que. Bon, est-ce que le professeur Jean Calvin Abayono n'est pas une élite? Est-ce que. J'en viens. D'accord. J'en viens pour dire, est-ce que ceux qui revendiquent sont des élites, ils sont donc fait remarquer pour quoi que ce soit dans leur région, puisqu'on parlait d'une région. Et maintenant, ceux qui combattent ou ceux qui rabrouent les revendiquants, est-ce qu'ils se sont aussi fait remarquer par quoi que ce soit? Alors, comment sont-ils devenus élites? C'est une autre question. Alors, moi, je vois deux camps. Ouais. Moi, je vois deux camps. Je vois le camp d'un monsieur qui a été élevé au rang d'élite et qui, justement, élève la voix pour défendre son beefsteak. Ah bon? Ça, c'est le ministre. Le ministre d'État. C'est le ministre d'État. Je ne sais même plus ce que ça veut dire depuis un bon bout de temps. Et maintenant, je vois d'autres, et là, je me pose la question, comment sont-ils devenus élites? C'est une autre question. Moi, je ne suis pas du Sud. Je ne sais pas ce qu'ils ont réalisé là-bas pour être élite. Mais la revendication qu'ils portent, en vertu de quoi ils la portent? Le professeur a sorti un élément de soupçon, d'influence politique tout à l'heure. Mais quand on regarde dans ce qu'ils ont écrit, on voit quand même qu'il y a des revendications normales d'un peuple du Sud désabusé. Mais moi, je reste sur le fond d'un mot que vous avez utilisé, c'est-à-dire région natale du chef de l'État. Et qui est une notion ou un terme fort à propos. Parce que si vous avez utilisé un autre, on ne serait pas certainement d'accord. Parce que le président n'a pas de région. Je pense qu'on a eu un fameux débat sur les mandats ici. Donc, il est aussi le président de la nation. Il n'est pas le président du Sud. Il n'est même pas le président du centre, ni d'une quelconque région. Il est le président du Cameroun. Il est le président du Cameroun. Alors, vous comprenez que les deux... C'est pour cela donc que le professeur Famandongo l'appelle l'homme-nation. Vous comprenez donc que les deux factions, vous voulez m'amener ailleurs, les deux factions ont tort. Le professeur Famandongo est d'accord avec vous? Les deux factions ont tort. Non, ce n'est pas le même sens. On en viendra peut-être. Les deux factions ont tort. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles veulent nous laisser penser que comme le président est natalement originaire du Sud, alors il devrait être privilégié. Mais ils sont déjà privilégiés. Parce que la dame, madame Abega l'a dit tout à l'heure, ils sont déjà privilégiés. L'aîné, lui, il a pris les postes institutionnels, vraiment proéminents. Mais si on regarde les postes ministériels, le Sud a l'essentiel des postes les plus importants. Je n'ai pas dit les plus grands postes, du moins je n'ai pas dit en termes de nombre. Les postes les plus importants, c'est le Sud qui les tient. Depuis que Paul Biya est au pouvoir, si vous décomptez les finances et partout, vous pouvez avoir quelques exceptions qui sont venues, je ne sais pas moi, de l'Est ou de quelques endroits. Mais c'est le Sud qui a tous ces postes-là. Alors le problème, moi ma question à ceux qui revendiquent, ils revendiquent sur Paul Biya ou ils revendiquent sur ce que Paul Biya a désigné dans le Sud tout le temps pour être toujours ses acolytes dans le gouvernement. Parce qu'autant je disais tout à l'heure que nous avons besoin d'un président qui travaille, autant aussi nous avons besoin d'un président qui nomme à des postes des gens qui servent le peuple. Vous comprenez? Alors, si le président parvient à garder au pouvoir tout le temps, 20 ans, 30 ans, 40 ans, des gens qui ne travaillent jamais, comme celui donc qui est venu rabrouer les autres élites montantes là. Parce que lui, il est à ce poste depuis 21 ans. Il n'est pas le seul qui est à ce poste-là. Non, mais c'est lui qui est sur notre table. Les autres n'ont pas écrit, c'est lui qui a écrit. C'est pour ça que je parle de lui. Pourquoi vous voulez que moi je parle des gens qui ne sont pas intervenus au débat? C'est lui qui a écrit. Il est à ce poste depuis 21 ans. 21 ans. Alors, bon, qu'est-ce qu'ils nous disent aussi? Ce qu'il a fait. L'université, même de Bolo, n'a jamais été construite. Les enfants font des cours dans des écoles primaires, dans des lycées. Non, c'est dans des établissements qui n'ont rien à voir avec l'université. Nous savons qu'il va vous dire qu'il a créé des universités. Berthois aujourd'hui n'est pas encore construit. Marois même, depuis que...
Est-ce qu'on crée une université, est-ce qu'on crée une université sur le papier et on envoie les enfants fréquenter sur les bananiers? Ce n'est pas sérieux. Et voilà. Maroua qu'on a créé depuis 2004 et qui est entré en 2008 avec les premières générations de l'école normale. Aujourd'hui, Maroua n'est pas fini. Bamenda n'est pas fini jusqu'aujourd'hui. Alors, voilà un monsieur donc qui a mis 21 ans. Et il trouve que ceux qui viennent revendiquer là n'ont pas le droit de revendiquer parce que Biya est un homme-nation. Ça veut dire qu'en fait, Biya, c'est le Cameroun. Non, Biya n'est pas le Cameroun. Biya, c'est un individu comme tout le monde à qui le peuple a donné l'élection à partir, on va dire ça comme ça, du 14 janvier 1984, parce qu'on était encore sur le parti unique. Parce que la véritable élection commence en 1992, même si on dit qu'au passage, il a volé. Vous comprenez? Donc, nous ne voulons pas savoir qui est élite ou pas. Pour moi, ces gens n'existent pas. C'est Biya qui a la faute. Autant, la dame disait tout à l'heure, et vous l'avez rabroué, c'est-à-dire que le problème que posent ces gens du Sud est le problème que peuvent poser tous les autres Camerounais des autres régions. Et qui donc est le principal problème de cette architecture de malfaisance au Cameroun? C'est Paul Biya. J'ai dit tout à l'heure que le gouvernement... Une attitude de malfaisance. Oui, c'est de la malfaisance. Vous avez une expression très dure quand vous parlez du président Paul Biya. Et c'est depuis 2019 que dans le dernier gouvernement, nous connaissons tout ce qui s'est passé là au milieu. Le professeur parlait tout à l'heure de la route, d'ailleurs vous l'avez évoqué. Et Bolo va à comme de Kribi. Sauf que le ministre des Travaux qui est là, il n'en est pas responsable, on ne peut pas lui poser ça sur la tête. C'est celui qui était là avant. Ah, vous voulez parler de la route Yaoundé-Mvengue-Lolodor? Bien sûr, bien sûr. Vous avez soulevé le problème. Mais le professeur s'est érigé en censeur, ingénieur. Il a dit que c'était une très bonne route. Il vous a expliqué comment, la pédologie, et tout, et ainsi de suite. Non, c'est un projet... Cette route-là va tuer beaucoup de gens, professeur. C'est un projet particulier sur lequel je me suis intéressé. Ce projet n'était pas confié au départ, n'était pas prévu pour Arab Contact au départ. Arab Contact a repris un contrat principal qu'avait gagné une entreprise connue sur l'affaire. Et les malfaisances ont fait même l'objet de grands dossiers, non seulement au ministère des marchés publics sur Abassadou, et qui sont allés pratiquement jusqu'au TCS, mais qui ont été étouffés. C'est-à-dire que l'argent a été ponctionné parce qu'en fait, cette route-là, ce n'est pas comme ça qu'elle devait être construite. Ce n'est pas son tracé. Cette route-là, c'est en fait une autre route, un doublon de Kribi et Deya, Douala. C'est-à-dire quand vous regardez la route Kribi et Deya, regardez très bien cette route-là. Vous regardez les mensurations et vous regardez la façon dont elle a été fabriquée, même si elle est déjà en désuétude maintenant. C'est un peu dans ce sens-là que devait être faite la route Kribi, Yaoundé, par Olama, Lolodorf, Mvengue. Donc les malfaisances nous ont amenés à cette route-là. Donc quand vous évoquez ce problème-là, c'est à bon point pour dire en fait que je sors par là que nous avons un seul problème à l'heure actuelle, c'est Paul Biya. Paul Biya a transformé la notion d'élite en convention, comme j'achète son terme qu'il a dit, c'est-à-dire que c'est lui qui décide, qui décide qui est élite dans un pays. Quand on vous a nommé ministre, alors directement vous devenez élite. Le grand frère a dit tout à l'heure qu'ils sont ministres, ils n'ont jamais été votés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une assise politique particulière du fait de l'élection, c'est-à-dire du contact au peuple. Et du coup, ils se deviennent donc des censeurs régionaux de ce peuple-là. Au regard de ce qui se passe au niveau du Sud actuellement, et on doit signaler, pour parler comme professeur, pour ne pas être naïf, que nous sommes quand même quelques mois de l'élection présidentielle. Est-ce qu'on peut également remettre cela sur le coup du chantage politique concernant ceux qui ont justement écrit cette déclaration à l'adresse des populations de la région du Sud? Je crois que Limbi a dit quelque chose de fondamental. Moi, je ne veux pas rentrer dans les raisons qui poussent les uns et les autres, du moins ceux qui revendiquent à revendiquer. Oui. Mais moi, je reste sur les faits, tout simplement. La question est claire. Le Sud vit un marasme comme toutes les autres régions. Moi, je suis contre ce qui a été dit tantôt pour dire un peu, c'était un peu pour résumer, il y avait quoi avant. Donc, comme il y a des routes, alors c'est bon. Donc, on ne doit plus revendiquer. Non. Le développement est une donnée permanente. Le développement est une quête permanente. Quand on en a déjà, on en demande encore. Quand on en a déjà, on va encore mieux. Vous voyez? Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, tout le monde est bloqué sur le président, justement, qui est déjà fatigué. Parce que c'est ça le véritable souci. On n'a pas un problème avec le président qui a 92 ans. On a un problème avec le président qui a 92 ans et qui nous semble avoir abandonné tout le pays entre les mains d'une petite oligarchie méchante. C'est en fait ça le fond du Cameroun aujourd'hui. Donc, le Sud qui revendique à travers ces gens qui ont cité, moi je ne veux pas connaître leur chapelle politique. Est-ce qu'il y a des problèmes au Sud? Il y en a. Comme il y en a à l'Est, comme il y en a à l'Ouest. Et d'ailleurs, on en fait un peu une exégèse du développement un peu partout. Alors, la question de fond, donc, est-ce que ces gens ont raison de revendiquer? Alors, de l'autre côté, il y a donc comme une imposture de ceux qui ont échoué. Parce qu'en fait, l'imposture de ceux qui ont échoué veut qu'ils défendent toujours leur échec et présentent leur échec comme des réussites. Ils disent aux Camerounais, ce qui a été fait n'aurait jamais pu être fait si ce monsieur n'avait pas été président de la République, comme s'il était
vraiment ce que vous avez dit tout à l'heure, l'homme-nation. Non, c'est le procès Famno qui a dit ça. Oui, oui, vous l'avez répété. Donc, l'homme-nation, c'est-à-dire l'homme indispensable, sans lequel le Cameroun ne pourrait respirer, sans lequel le Cameroun aurait disparu. Mais c'est l'homme-lion. Alors, il est lion dans ces choses qu'il a faites peut-être avec les chefs Douala ou les chefs à l'Est, et ainsi de suite. Vous négligez ces choses? Le Cameroun n'élit pas un lion depuis 40 ans. Vous comprenez? Le Cameroun élit un Camerounais qu'il pense être à même de pouvoir travailler et donner le bonheur à ses enfants. Alors, il a beau être lion, il a beau être léopard, comme certains le sont, ou je ne sais pas moi, on veut un type qui travaille. Alors, le problème ici est donc... Vous parlez aux initiés. Le problème ici est donc de savoir, est-ce que Paul Biya peut encore faire l'affaire pour toutes les régions, comme même, y compris sa propre région du Sud? C'est ça la véritable question. Autant à Douala, dans le littoral, on va revendiquer. Parce qu'on a par exemple la route, si on prend la route simplement de Douala à Nkonsamba, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Donc vous voyez qu'on peut prendre même Ngaoundéré, Garoua. J'ai vu là-bas, les gens sont avec des truelles un peu partout sur la route, il y a Ngaoundéré, Garoua, ainsi de suite. Il y a même Douala, Yabassi. Je crois que René Limbi en a déjà parlé, reparlé, et tout ça, personne l'écoute. Alors, il y en a comme ça partout. Donc le véritable problème, c'est celui-là, c'est-à-dire l'imposture de ceux qui nous dirigent et qui justement sautent toujours au plafond pour aller contredire ce qu'ils revendiquent afin de cacher leur misère de développement, leur misère de management, leur misère d'incompétence. Voilà la véritable logique, M. Parfait, ici. Donc ce débat, au-delà des chapelles politiques, au départ, au-delà de tout ce qui peut motiver, au fond, leurs revendications, il y a quelque chose, c'est que le peuple est en souffrance et a besoin de changement. Et ce changement, il viendra. Le professeur dit, attendons octobre. Moi aussi je dis, attendons octobre, parce que octobre, c'est octobre du peuple camerounais, justement, qui va... Bello Boba Maïgari, qui est donc le président de l'UNDP, est en train d'aller au Congrès. Et l'information que le professeur est en train de donner, nous avons la même information. Il y a maintenant deux courants de pensée au sein de l'UNDP. Un courant qui pense qu'on doit reconduire l'alliance avec le RDPC et un autre courant, certainement un peu plus jeune, qui pense que RDPC, UNDP, c'est dorénavant du passé et que l'UNDP elle-même, en tant que formation politique, peut déjà reprendre la scène avec un candidat lors de la présidentielle d'octobre. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ces deux courants subitement au sein de l'UNDP? Monsieur Bello Boba Maïgari ne fait plus peur? Je crois que l'explication, vous l'avez déjà dans votre propre question. Autant le chef de l'UNDP ne ferait plus, je préfère mettre conditionnel, ne ferait plus peur à ses propres militants et sympathisants, autant aussi le chef de l'Alliance d'en face, du moins son coallié, qui est le président Paul Biya, ne fait plus aussi peur dans son propre camp. Et donc, il est normal qu'il se crée des courants dans les deux camps. C'est-à-dire, autant dans le RDPC, on a une affaire qui est pendante là, où les gens contestent même la capacité du président à être le candidat naturel de son parti. Autant aussi, vous soulevez ces courants-là au sein de l'UNDP, justement, où il serait peut-être mieux de dire qu'il y a des jeunes, ou une jeunesse, ou une nouvelle élite politique dans ce parti qui contesterait déjà aussi cette alliance-là. Et contester cette alliance veut dire contester peut-être aussi la volonté du chef de ce parti-là à pouvoir peut-être pérenniser cette alliance et peut-être l'amener à aller dans un autre sens. Mais je vois encore autre chose. S'il y a des courants dans un parti comme celui-là, je pense que quand Célestin Bédigui signait cette affaire-là, quand il était encore à l'UNDP, on n'avait pas demandé aux militants leur avis. Et donc, je ne vois mal comment est-ce qu'on va aussi encore demander aux militants leur avis pour renouveler cette alliance-là. Je ne me souviens pas, peut-être la dame va me corriger, qu'en 2022, où il y a eu congrès, comme elle a dit, que le parti a encore demandé au chef de ce parti-là, au président Bello, de renouveler cette alliance. Mais il n'y avait pas ça à l'ordre du jour. Voilà, il n'y avait pas ça à l'ordre du jour. Alors, est-ce que même en 2017, je parle sous votre contrôle, 2017 ou 2016, je ne sais pas quand vous avez été le congrès avant la présidentielle, est-ce qu'il y avait ça à l'ordre du jour? L'alliance a été signée avant cette période. Et je voudrais dire, le président national ne prend pas de décision sans avoir consulté. Je vous ai compris, madame. Le comité central. Je vous ai compris, madame. C'est un président de parti. La logique dans laquelle je veux aller, madame, c'est que, puisqu'on est à la veille d'une élection présidentielle, et que il y aurait à l'ordre du jour l'alliance qui a été signée. Est-ce que la veille de 2018, il y avait eu ce genre de... Il y avait aussi eu ce genre de débat sur l'alliance. Vous comprenez ce que je dis? Voilà. Comment vous faites pour savoir que le congrès qui va se tenir dans quelques jours est basé sur l'alliance? Nous sommes déjà tombés d'accord, madame, que nous sommes sur les supputations. Et comme vous êtes de l'UNDP, nous nous posons donc des questions pour arriver à ce que je vais dire. C'est-à-dire que le cas de l'UNDP est un peu comme le cas du FSNC de Issa Chiruma. Et quand vous analysez les deux leaders, vous devez vous situer dans la logique du Grand Septentrion, c'est-à-dire des 3 régions septentrionales, qui justement, de manière globale, depuis 4 ou 5 ans, nous disent que le pouvoir doit rentrer dans le Nord. Ça, c'est la première chose qu'il faut noter. Et maintenant, est-ce que ces deux leaders-là, qui sont les figures de proue politique de l'opposition et des alliés du parti au pouvoir RDPC, est-ce qu'elles sont sous pression? C'est-à-dire que est-ce qu'on peut vraiment dire que Issa Chiruma et Bello Boba sont sous pression de leurs militants ou de courants internes qui voudraient les amener à défaire l'alliance avec le RDPC? Ça, c'est une question à laquelle peut-être nous répondrons après le 28, c'est-à-dire après le congrès. Mais moi, je veux ramener encore l'analyse sur le fait que je suis, moi, convaincu que certainement, ces deux leaders ont décidé de se détacher d'une certaine façon. Parce que je crois que Issa Chiruma a dit, j'ai vu une interview où il répétait que lui, il a signé une alliance avec l'homme Biya.
il n'a pas signé une alliance avec le RDPC. Justement. Avec le RDPC, vous comprenez? Et donc, si on rentre aussi dans la logique de l'UNDP, si la dame acquiesce, alors on se trouve effectivement dans une logique de la revanche du coup d'État du 6 avril manqué 1984. C'est-à-dire que vous avez deux individus, parce que Issa Chiroma et Bello Bouba, c'est deux figures du 6 avril. C'est-à-dire des gens qui ont été châtiés, frappés par le 6 avril. Là en exil, Issa Bello, et l'autre a fait la prison. Il a été libéré, je crois, en 1990. 1990. Donc, on a vu comment ils sont revenus, ils sont rentrés dans la machine. Ils se sont pliés à leur bourreau. Ils sortent du syndrome de Stockholm. Et ils ont évolué pendant près d'une trentaine d'années. Et on comprend effectivement qu'ils ont joué d'usure avec leur allié, c'est-à-dire Paul Biya, du fait qu'il était certainement plus âgé qu'eux. Et donc, facilement, facticement, il s'en irait peut-être de la scène politique avant eux. Donc, on comprend effectivement que l'homme président étant déjà fatigué, ne tenant plus la machine, puisqu'on n'a plus besoin d'apporter des preuves pour cela, ils se disent, est-ce que ce n'est pas le moment de lui donner le dernier coup d'estocade? Voilà le véritable souci aujourd'hui. Moi, je vois que tous vont dans ce sens-là. Et que peut-être Biya va mériter effectivement ce qu'il a eu à faire aux Camerounais en tissant des alliances assez postiches avec des partis et ses amis d'antan, Souaïdio, pour pouvoir regarder le pays 40 ans dans la misère.